Après cette présentation, il est clair que nous avons besoin d'un système de gouvernance pour l'élimination du CO2. Donc, nous allons aborder 9 défis essentiels, 9 exactement, et nous allons également énumérer 6 priorités que, selon nous, nous devons aborder à court terme pour combler ces lacunes. Donc, tout d'abord, que veut dire une gouvernance de l'élimination du CO2 à grande échelle? Eh bien, il faut tout d'abord réduire la quantité de CO2 que nous devons éliminer pour que ces niveaux facilement gérables soient atteints. Il faut identifier les risques de l'élimination du CO2 et les responsabilités qui doivent être réparties quand on applique cette technologie et veiller à la sécurité. Et une fois que l'on a fait cela, il faut voir comment on peut agrandir les options qui nous paraissent faisables d'une façon qui soit sûre. Donc, ce sont les domaines principaux qui posent des défis. Pour ce qui est du niveau que nous devons atteindre et appliquer pour l'élimination du CO2, bien, cela va dépendre du degré de réduction des émissions que nous obtiendrons. Le plus important, c'est de réduire la quantité de carbone que nous devons éliminer de l'atmosphère, et nous avons besoin pour cela de diminuer les émissions. Nous ne pouvons pas tout simplement dépendre de petits changements qui s'ajoutent. Non, mais nous devons vraiment pour cela un véritable changement. Et nous avons travaillé ces derniers temps en étudiant le lien qui existe entre les ambitions de réduction à court terme et le fardeau que suppose pour les prochaines générations l'élimination du CO2. Nous avons également étudié comment on peut répartir cette charge et cette responsabilité entre les différents pays en fonction de ceux qui vont être plus responsables du changement climatique et de la capacité de ces pays pour appliquer ce type de technologie. Dans notre étude, nous nous sommes également rendus compte que les grands émetteurs que sont la Chine, l'Union européenne et les États-Unis sont ceux qui peuvent assumer une plus grande partie d'élimination du CO2. Pour chaque gigatonne supplémentaire d'émissions pour 2030, est augmentée la quantité de carbone qu'il faut éliminer dans la deuxième partie du siècle. Donc, il est fondamental de réduire les émissions en premier lieu. Il y a une série d'engagements qui ont été tenus, mais qui aujourd'hui supposent 100 gigatonnes d'élimination de CO2 pour chacun de ces 3 grands émetteurs à l'avenir. Nous avons étudié ce qui se passerait si ces engagements étaient 2 fois plus ambitieux et qu'ils étaient cohérents et compatibles avec ce qu'il faut réduire pour avoir l'objectif des 1,5. Et cela réduirait la quantité ou le fardeau de réduction qui pèse qui pèserait sur les générations futures. 420 000 millions de tonnes pour la Chine, 250 000 millions de tonnes pour l'Union européenne et pour les États-Unis, ce qui voudrait dire l'équivalent de 40 ans d'émissions pour la Chine et 30 pour les États-Unis et 20 pour l'Union européenne. Donc, ce sont des chiffres considérables. Pour pouvoir réduire au maximum jusqu'à quel point nous avons besoin d'avoir recours à l'élimination du CO2, il est fondamental de savoir là où nous nous trouvons et vers quoi nous nous acheminons. Actuellement, c'est le défi fondamental, c'est les lacunes en termes de données, surtout dans les pays en développement. J'y reviendrai. En plus, la structure des rapports d'inventaire qu'utilisent les pays actuellement ont leurs propres défis car ils ne sont pas assez détaillés. On ne sait pas quel type d'élimination de CO2 est utilisé dans chaque pays. On ne sait pas jusqu'à quel point ils ont recours à la bioénergie, à un captage direct et au stockage du carbone ou autre type de technologie. Et en plus, les rapports d'inventaire, les résumés additionne ce type de données et donc il est très difficile de savoir jusqu'à quel point on a éliminé des émissions et jusqu'à quel point on réduit les émissions pour atteindre le niveau requis pour les niveaux zéro.
Par ailleurs, il faut plus de clarté sur les gouvernements vont obtenir avec leurs engagements. Comme nous l'avons dit, les contributions déterminées au niveau national ne fixent pas des buts clairs par secteur, ce qui est particulièrement important pour les systèmes d'élimination terrestre. Elle ne fixe pas, par exemple, des buts très clairs pour la réduction des émissions ou les éliminer dans le secteur des combustibles fossiles. Et il y a également des lacunes en termes de suivi et de contrôle des émissions qui sont éliminées, ce qui est un problème surtout pour le secteur terrestre où il y a de grandes incertitudes et où il y a de grandes différences entre les pays. Par exemple, les pays en développement vivent une situation beaucoup plus compliquée et cela est important aussi bien pour les options terrestres que pour comme le boisement et le reboisement et le captage de stockage dans le sol, mais aussi pour d'autres options comme la bioénergie, car le cycle total et les effets de ce cycle pour les émissions va dépendre de la façon de réaliser et des délais qui sont appliqués à ces technologies. Donc, ce sont des très grands défis pour savoir comment fonctionne même un projet individuel quant aux résultats des missions. Et il faut souligner que certains pays font la distinction entre l'élimination des émissions anthropogènes et l'élimination des émissions qui ne sont pas anthropogènes. Et actuellement, on utilise une mesure indirecte qui a été fixée par le Conseil du GIEC, mais ce n'est qu'une mesure indirecte et donc il existe des différences importantes quant à son utilisation et donc il est difficile de comprendre quelle est la différence entre les émissions anthropogènes et celles qui ne le sont pas. Et il n'y a pas simplement des défis en termes de contrôle des émissions, mais aussi sur la façon de comprendre les effets biophysiques des différentes options de décès. Les terrestres peuvent avoir un impact, par exemple, sur l'albédo, ce qui peut provoquer un réchauffement local. Et on ne comprend pas bien non plus comment fonctionnent les flux de chaleur et d'eau, et ceci peut avoir des conséquences sur les cycles hydriques locaux. On ne comprend pas bien non plus l'effet biophysique net de l'application des initiatives d'élimination de décès à grande échelle, comme par exemple une campagne de reboisement à grande échelle. Et on ne connaît pas bien non plus les conséquences au niveau local sur le changement climatique, ni quelles sont les conséquences dans des zones qui sont proches, par exemple, qui sont sous le vent. MG va nous en dire plus sur ce sujet. Nous avons parlé de 5 défis. Nous allons maintenant parler de certains domaines prioritaires. Un autre défi est lié au fait de garantir que le carbone éliminé reste en dehors de l'atmosphère. Les puits terrestres s'accompagnent de leurs propres défis car ils sont sujets à des changements dans les altérations du sol, des altérations climatiques comme les incendies, les altérations naturelles. Et le stockage géologique s'accompagne de moins de risques d'infiltration, mais il s'accompagne d'autres défis comme celui lié aux fuites, car le boisement et le reboisement dans une région peut entraîner une déforestation ailleurs, et alors les effets de tous ces projets de reboisement se voient alors réduits. Il faut également prendre en compte la saturation des systèmes biologiques, car quand elles arrivent à un équilibre, elles peuvent ne pas être aussi utiles pour éliminer du CO2 de l'atmosphère. Donc, nous voyons que tous ces défis doivent être pris en compte pour planifier ces options et pour comptabiliser et informer de leur application. Les gouvernements doivent veiller à ce qu'il y ait des dispositifs de sécurité suffisants pour garantir le développement durable. Les conséquences négatives ou positives de ces technologies vont dépendre du contexte local en termes médio-ambiental, social et économique, et le potentiel technique de ces options de décès peuvent ne pas être totalement exploités quand on prend en compte d'autres éléments qui dépendent de la région où ces technologies vont être appliquées. Par exemple, le risque pour la production alimentaire, la biodiversité, la cohésion sociale, des risques entraînés par des projets de reboisement à grande échelle ou de bioénergie. Et c'est-à-dire que nous avons besoin
d'avoir une gamme d'options adéquates pour les contextes locaux et qui se soient donc appliquées. Et depuis le point de vue éthique, il n'y a pas eu vraiment de débat et n'y ont été attribuées les responsabilités et sur l'application de l'élimination du CO2, et il y a un élément d'équité intergénérationnelle qu'il faut prendre en compte. Il y a eu des études qui montrent qu'on peut appliquer différents critères, par exemple, qui a contribué plus aux émissions ou qui a une plus grande capacité. Claire a écrit un article sur le sujet que je vous recommande de lire. La conception des incitations pour appliquer et augmenter rapidement le décès dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif du 1,5 degré pose également un défi. Et il y a différentes options qui impliquent différentes parties prenantes. Et cela pose un défi en termes de contrôle et de suivi. Donc, il faut concevoir des incitations qui tiennent en compte des personnes qui vont participer aux technologies, quelles sont les conséquences sociales, médio-ambientales pour la diversité biologique. Est-ce que là, cela suppose pour les ressources hydriques, comment ça va être comptabilisé? Et il est certain que si les incitations ne sont pas bien conçues, eh bien, il y aura des conséquences nocives, non simplement pour le climat, mais aussi pour les écosystèmes locaux. Il y a peu de sensibilisation et d'acceptation sociale sur le décès, et on ne comprend pas très bien les impératifs d'avoir recours à ces technologies si l'on veut atteindre l'objectif des 1,5, si l'on ne réduit pas les émissions de façon drastique. Et on ne connaît pas non plus les avantages locaux de certaines options, comme par exemple la restauration des écosystèmes, le boisement et le reboisement, qui peuvent avoir des avantages, mais on ne comprend pas très bien ces avantages. Au Royaume-Uni, il y a une création d'une assemblée citoyenne où ont été débattues des options de décès auxquelles on peut avoir recours pour atteindre l'objectif des émissions net zéro au Royaume-Uni. Et donc les personnes qui se sont réunies ont permis de se rendre compte que certaines préféraient des options comme le reboisement au lieu de la BEX, par exemple. 40% pensaient que vraiment il faut avoir recours donc à la BEX, et un autre 40% étaient fortement opposés à ces technologies. Donc il faut plus de sensibilisation et plus d'informations pour comprendre la situation. Voici un résumé des lacunes et des défis principaux qui sont liés à l'application à grande échelle de l'EDC. D'une façon générale, le rythme et l'échelle avec lesquels nous devons avoir recours à ces technologies va dépendre de notre niveau de réduction des émissions. Et moins nous allons réduire les émissions, plus nous aurons à avoir recours à l'EDC, et cela aura évidemment des conséquences et des risques. Quelles sont les mesures prioritaires? Il faut tout d'abord des systèmes de gouvernance adéquats, et pour ceci, il faut augmenter le niveau d'ambition sur l'atténuation d'ici à 2030, et avec des NDC plus forts, des initiatives politiques plus fermes, qui soient compatibles avec les profils d'évolution d'un objectif de 1,5 degré. Donc, il faut bien comprendre ce que voudrait dire ne pas réduire les émissions drastiquement sur le fardeau que nous ferions alors peser sur les générations à venir. Ensuite, il faut élaborer des buts précis et des systèmes de comptabilisation et d'information adéquats pour savoir exactement où nous en sommes et nos progrès. On ne peut pas repousser des questions comme les réductions des émissions avec des combustibles fossiles simplement pour avoir recours à l'élimination de l'EDC. Et pour atteindre les objectifs d'émissions zéro, il faut vraiment savoir
ce que veut dire de maintenir ces engagements dans le temps au niveau national. Et il faut donc inclure tous les secteurs, tous les gaz à effet de serre, sans avoir recours au système de compensation des émissions au niveau national. Il faut donc des buts clairs, des bons systèmes de données pour pouvoir suivre efficacement toutes ces mesures, et les pays en voie de développement doivent créer plus de capacités pour améliorer leur système de comptabilisation et pour réduire les risques d'effets contraires. Il faut également créer des normes de comptabilisation claires pour l'utilisation des mécanismes de marché. On ne peut pas comptabiliser les émissions éliminées par des systèmes qui ne sont pas sensibles, vérifiables et quantifiables. Et ces critères sont fondamentaux. Une autre priorité a trait aux incitations qu'il faut créer pour pouvoir déployer et amplifier ces technologies, donc à l'échelle nécessaire. Et pour ceci, il faut un financement qui est basé sur les résultats pour le secteur terrestre et des mesures pour les options les plus mûres. Et il faut écarter celles qu'on ne comprend pas encore très bien. La cinquième priorité a trait aux recherches qui sont nécessaires pour comprendre mieux ces technologies et leurs conséquences sur le développement durable. Nous devons disposer d'une large gamme d'options et savoir quelles sont les plus adéquates pour les contextes locaux concrets. Il faut suivre ces initiatives qui sont appliquées pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et la sixième priorité a trait à la sensibilisation du public sur les alternatives de décès qui sont disponibles. Et il faut donc impliquer différentes parties prenantes dans la planification et miser sur la collaboration internationale et la coopération interdisciplinaire. Et il est primordial de prendre en compte toutes les conséquences possibles de ces technologies de décès avant de les appliquer. Vous avez ici un résumé des différentes mesures prioritaires que nous avons définies. Donc, pour conclure cette présentation, je dirais que nous avons des cadres de gouvernance climatique avec une série d'instruments et de décisions pertinentes, mais il y a encore des lacunes. Et comme nous avons besoin d'avoir recours à grande échelle à l'EDC, il faut débattre sur la façon de combler ces lacunes pour pouvoir avancer au rythme nécessaire. Et pour cela, nous avons besoin de temps, de ressources et d'une bonne planification. Nous avons besoin aussi d'outils de gouvernance pour veiller à ce que ces technologies de décès soient appliquées de manière durable et pour éviter les conséquences négatives. Dans le dernier article que nous avons mis à jour sur la gouvernance de l'EDC, il y a plus d'informations et donc nous allons maintenant répondre à vos questions. Merci beaucoup.